Bonjour, on est le 19 décembre 2018. Euh, L'année s'approche de plus en plus à sa fin, donc l'année 2018 commence à se terminer et on s'approche tout doucement vers la nouvelle année qui est l'année 2019. Ceci étant dit, bon, on n'est que pour l'instant le 19, c'est-à-dire d'ici 11 à 12 jours, mais on se retrouvera à la nouvelle année, sachant que bon, lundi commencent déjà les fêtes de Noël. Donc, dans le pack de 15 jours est inclus bon, de fêtes, les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Tout le monde ne fête pas Noël, mais beaucoup de gens fêtent la nouvelle année. Bon, tout le monde ne fête pas forcément Noël et la nouvelle année. Bon, on a toute une panoplie de personnes, bon, mais en général, les gens suivent les fêtes de Noël et suivent la nouvelle année. Ceci étant dit, bon, la météo fait très bon, je veux dire, pour un 19 décembre 2018, on n'a pas à s'en plaindre. Voilà. Ceci étant dit, je vais voir ici la théorie sur les droites. Les droites, mais je vais commencer à voir l'équation euh, dans un repère, parce que les équations, c'est toujours par rapport à un repère. L'équation d'une droite, bien sûr, dans un plan, parce qu'il existe les équations de droite dans l'espace, qui est tout simplement une continuité de, euh, euh, des équations du plan, euh, une équation de continuité du plan, c'est-à-dire qu'on va rajouter un élément en plus, et je vous dirai qu'est-ce que c'est à ce moment-là. Mais ici, on est dans le plan, donc il n'y a pas de problème. C'est les, la droite dans le plan. La droite dans le plan. Donc ceci étant dit, on a un plan qui est constitué. Un plan, qu'est-ce que c'est? On peut être défini par 3 points non alignés. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un point? Là, la définition est plus complexe. Définir un point est très complexe parce que le premier élément à définir est le plus complexe et puis après, quand on a défini le point, à ce moment-là, on peut définir tous les éléments. On peut définir le plan et tous les éléments du plan, c'est-à-dire une droite, un segment de droite, une ligne brisée, un arc, tous les éléments du plan voilà, connus, hein, un arc, une ligne brisée, une ligne interrompue, etc. Et toutes les figures formées par, bien sûr, les segments. Toutes les figures formées par des courbures. Voilà, des courbures. Et il y en a tellement, voilà, qui constituent les éléments d'un plan. Donc, un plan peut être, je veux dire, un élément, je veux dire, un plan, c'est, on va dire, une base de travail qui vont contenir des objets, si vous voulez. Hein, si je peux m'exprimer comme ça, vont contenir des objets. En mathématiques, on n'appelle pas ça objet, mais vont contenir des éléments. Hein. Donc, le plan est une base de travail qui va contenir des éléments. Et cette base de travail, ben, elle est constituée par 3 points non alignés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan? 3 points non alignés peut définir un plan. On peut définir un plan de plusieurs manières. Bon, ici, j'ai choisi cette manière-là. Un plan peut être défini par 3 points non alignés. Je peux définir aussi un plan en faisant passer par AB une droite. Voilà, par AB je fais passer une droite. Et par BC, je fais passer aussi une droite. Et je dirais que deux droites séquentes définissent aussi un plan. J'aurai des 1 et des 2. Oui, il faut savoir que dans le plan, tout se nomme. Hein. On nomme les points, comme je l'ai expliqué. Bon, ça, j'ai déjà vu des vidéos là-dessus, il faut aller les voir. Les éléments constitutifs d'un plan sont nommables. On doit les nommer. Donc ici, on aura par exemple le point B, le point A ici, le point C. Voilà. Quand je dis le point C, ben c'est celui-là. Ce n'est pas celui-là ni celui-là. Donc le point C, quand il est nommé, il est fixé. On sait de quel point on parle. Il en est de même pour les droites. Hein. On aura la droite D1, la droite D2. Maintenant, la droite, j'aurais pu l'appeler A, petit a, et la droite là, petit b. Donc les lettres minuscules, bon, on peut être considérées pour les droites, les lettres majuscules pour les points. Bon, ceci étant dit, euh, voilà, il y a un plan qui est fixé, c'est-à-dire que je peux dessiner ce que je veux sur mon plan. Je peux dessiner un dessin si vous voulez.
Je peux dessiner. Voilà, j'ai là, ces deux éléments symétriques, avec, enfin, symétriques, pas tout à fait, mais j'essaie de l'être. Hein, supposons qu'ils étaient parfaitement symétriques, par exemple, parce que si je les fais à main levée, avec des rayons de courbure donnés, là j'ai un rayon de courbure symétrique, par exemple, aussi, là aussi, là moins symétrique, voilà, 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 je fais un petit peu des lignes quelconques, et me voilà à faire, si vous voulez, un dessin. Bon, donc ça veut dire que le plan peut, euh, peut contenir n'importe quoi comme objet, comme élément. Hein. J'avais défini tout à l'heure, enfin j'avais dit tout à l'heure que je pouvais appeler ça objet, mais je n'aimais pas trop. Parce que les objets, c'est plus en informatique. En informatique, on parle plus d'objets que en mathématiques, on parle d'éléments. D'éléments d'un ensemble. En mathématiques, on considérera qu'un élément est un objet. Un objet. Et je ne parle pas d'orientation, de langage d'orientation objet, mais d'éléments qui peuvent être pris en tant que tels et qui seront considérés comme des éléments, comme des objets en informatique. Et je ne parle pas de l'objet dans le sens de l'orientation, programmation orientée objet. Hein. Voilà. Que l'orienté objet, c'est un concept, ce sont des concepts. Voilà, c'est des concepts basés sur des classes, euh, des classes et des objets qui vont aller chercher des propriétés de classe. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Ben, c'est quelque chose qu'on va en informatique qui va exister et qui va vivre dans le sens qui va euh, euh, subir, faire subir ou subir, je veux dire, des conditions au travers de fonctions. Donc en fait, l'objet va vivre au travers de fonctions. Donc au travers des actions. L'objet va vivre au travers d'actions. Donc on fait vivre un objet au travers d'actions. Et ça, c'est en informatique. Voilà. Mais ici aussi, bon, les éléments d'un ensemble en mathématiques, mais je le fais vivre parce que bon, ici, la personne qui va visionner un tel, un tel plan qui a où il y a une image, eh bien dans ce plan-là, ben, il est vivant. Vivant dans le sens où on voit, je veux dire, un personnage souriant. Et je peux en faire ce qu'on appelle, avec un scénario, une BD, la faire encore plus vivante. Hein. Voilà, la faire plus vivante au travers de nombreuses pages. Et là, on constitue ce qu'on appelle une BD. Et une BD, c'est tout des dessins sur plan. Ce sont des planches, toutes des planches dessinées sur plan, bah, qui peuvent représenter une allure spatiale, pourquoi pas, en 3D, au travers euh, voilà, de jeux, en 3D, c'est-à-dire en faisant apparaître on va dire, une géométrie qui fait apparaître une certaine vue 3D, ce qu'on appelle des perspectives. Voilà. Et il en existe différentes sortes de perspectives. Voilà, le but ici, c'est pas de voir toutes les perspectives existantes. Hein. On a la cavalière perspective cavalière à 45 degrés, utilisée, je veux dire, notamment euh, en BD par exemple. Voilà, à 45 degrés. On peut avoir la perspective à 33 degrés, qui a la perspective isométrique, et là, c'est plus pour le dessin industriel. Voilà. Bon, il existe différents types de perspectives. Bon, le but c'est pas de voir les techniques de perspective pour essayer de faire voir une certaine vue 3D dans un plan, par rapport à un plan. Voilà. Sachez qu'un plan, on peut mettre des éléments, c'est ça que je veux dire. Un plan, on peut mettre ce qu'on veut. Hein, je viens de vous dessiner le visage d'un personnage, mais je peux dessiner ce que je veux. Un bouquin, hein, si je veux dessiner un bouquin, voilà. Voilà. Et on comprend que voilà, la forme que j'ai dessinée, l'interprétation que j'en donne au travers de mon dessin, s'il est bien fait, parce que s'il n'est pas bien fait, on comprendra moins. Voilà, c'est que ici, j'ai affaire à un livre qui est dessiné. Voilà, c'est un livre qui est dessiné, bien sûr, qui est un certain angle, qui a un certain angle. Hein. Voilà.
Là, je fais comprendre au travers de mon plan que j'ai dessiné allez, un bouquin. Bon, je le fais comprendre comment? Grâce, bien sûr, à des éléments du plan qui sont des segments de droite. Donc ici, j'ai un segment, j'ai un segment, j'ai un segment. Là, j'ai une petite courbure pour faire transparaître la courbure d'un bouquin. La courbure arrière du bouquin ici, voilà. Et là, bien sûr, j'ai un segment, bien sûr dessiné à main levée. À main levée. La main levée n'utilise pas ni d'ustensiles de traçage. Hein. Pas d'équerre, pas de latte, rien. La main levée, c'est... bon, voilà. À partir de ma main, j'essaie de dessiner un segment. J'essaie de dessiner une droite. J'essaie de dessiner un cercle. Voilà. Et ça, bon, c'est ce qu'on appelle la main levée. La main levée qui, bien sûr, n'aura pas, je veux dire, la perfection euh, d'un trait, euh, d'un trait tracé à l'aide d'un ustensile de traçage. Si je devais dessiner avec un ustensile de traçage, je serais plus précis qu'à main levée. Donc voilà. Donc les objets du plan peuvent être des objets à main levée. Voilà. Ceci étant dit, je peux mettre ce que je veux dans mon plan. Des points, des segments, des dessins, tout ce que je veux. Ici, j'ai dessiné un petit bouquin. Mais ceci dit, moi, je vais tomber dans l'aspect mathématique des choses. Et je vais voir, je vous l'ai dit, la droite dans le plan. La droite dans le plan. Donc, avant de parler de droite, il faut que j'ai l'existence d'un plan. S'il existe un plan, ben, je peux, à travers ce plan, mettre des éléments d'un ensemble. Donc, il faut d'abord l'existence du plan. Un plan, on le dénomme aussi. Hein. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, les droites, on peut les dénommer avec des lettres minuscules, les points avec des lettres majuscules, et les plans avec des lettres grecques. Hein. Alpha, bêta, gamma, pi. Voilà. Voilà, par exemple, le plan alpha, le plan bêta, le plan gamma, etc. Et voilà. Et donc, le plan alpha, par exemple, va contenir une droite, par exemple. Parce que ici, je vais voir les droites dans le plan. Donc voilà mon plan. Moi, c'est mon plan du tableau. Un plan, c'est censé être infini, dans deux directions, bien sûr. Voilà, et je viens de parler de direction, et c'est ça l'astuce. Un plan, il a une direction. Un plan a une direction dans l'espace. Bon, alors, quelle est la direction du plan? Eh bien, on définit un plan par rapport, la direction d'un plan par rapport à la normale du plan, un vecteur normal au plan. Voilà. Quand on a un vecteur, voilà, voici le plan de mon tableau, voici la direction de mon plan. La direction de mon plan, la direction de mon plan va dépendre bien sûr du vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc, on parlera de direction, toujours de direction. Ça, c'est la direction de mon plan. Il est donné par la norme d'un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Ça, c'est la direction du plan. Maintenant, une droite a aussi une direction. Une droite a aussi une direction. Et la droite, sa direction, c'est un vecteur qui est dans le plan. Voilà, si je prends E1, E2 par exemple, le vecteur E2, hein, qui est un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur de base, c'est-à-dire E2 est un vecteur dont la norme vaut 1. La norme vaut 1. Voilà. Et le vecteur donne la direction, parce que si vous voulez, dans un vecteur, on peut avoir la norme. Or, la norme ici, c'est une norme de base qui vaut 1. Je peux avoir une direction. La direction, peut avoir une direction et je peux avoir un sens. Bon, il peut avoir un point d'application, mais s'il a un point d'application, le vecteur, on dirait que c'est un vecteur lié. Parce que s'il n'a pas de point d'application, c'est un vecteur libre. Il est libre de se placer où il veut. Mais s'il est lié à un point bien précis, à ce moment-là, c'est un vecteur lié. Donc, il existe des vecteurs libres et des vecteurs liés. Bon, donc supposons que j'ai placé un vecteur libre sur la droite. Je peux le mettre sur le côté, je ne suis pas obligé de le mettre sur la droite. Hein. Du moment qu'il lui est parallèle à la droite, ça va donner la direction. Et la norme vaudra toujours 1. Voilà. Et le sens, bon, peu importe le sens, hein, ça c'est le sens de parcours
Si je décide de parcourir par là, ce sera dans le sens positif si le sens est comme ceci. Et si je vais dans l'autre sens, ben, c'est dans le sens opposé du vecteur. C'est tout simplement ça. Le sens, j'ai deux sens possibles dans une direction donnée. Voilà. Donc, la droite a une direction. Le plan a une direction. On ne peut pas parler de plan sans parler de direction. On ne peut pas parler de droite sans parler de direction. Et ce que je viens de dire par là, c'est que c'est la direction qui va définir, on va dire, la droite. C'est la direction qui va définir le plan. Mais parler d'une direction de droite et parler d'une direction de plan, c'est pas la même chose. Parce que la direction d'un plan, ben, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan. Alors que la direction d'une droite, c'est la direction réelle de cette droite-là. Quand je prends un plan, je prends sa direction normale, c'est la direction normale, comme je viens de le dire, sa direction normale. C'est le vecteur perpendiculaire au plan. Donc ça va me donner un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Voilà pour la direction du plan. Mais pour la droite, bon, j'ai la direction réelle. C'est pas par rapport à une normale, c'est par rapport à la direction voilà, d'un vecteur de base E, qui donne la vraie direction. Attention que la direction, ceci donne la direction. Hein. Voilà. Donc, il y a combien de vecteurs qui ont même direction? Mais il y a une infinité de vecteurs libres qui ont la même direction que E1, que E, E1 ou E. Voilà. Il y a une infinité de vecteurs qui sont parallèles, si vous voulez, à E1. Qui soit plus grand ou plus petit que E1, on s'en fout. Il y a une infinité de directions. Et par toutes ces directions, je peux faire passer chaque fois une droite. Donc, il existe une infinité de droites qui sont parallèles, si vous voulez, à une droite donnée. Il existe une... Voilà, ça c'est une droite donnée. Il existe une infinité de droites qui sont parallèles à une droite donnée. Bon, mais il n'existera qu'une seule droite qui sera parallèle à une droite donnée, hein, dont la direction est connue. Hein, ça, c'est toutes les directions qui sont les mêmes, puisqu'elles sont parallèles, elles ont la même direction. Mais il n'y en a qu'une seule qui passera par un point donné. Si je dis qu'elle doit passer par un point donné, par exemple, si je veux que ça passe par ici, mais la même direction que 1, cette droite-là sera, par exemple, celle-ci. J'aurai exactement la droite là, qui va passer par ce point-là, C. Voilà, et qui aura la même direction que 1. Donc il existe une infinité de droites qui ont les mêmes directions, mais il n'existe qu'une seule droite qui est parallèle à une droite donnée et qui passe par un point C, qui passe par un point donné. Voilà. Donc là, il est fixé. On n'a qu'une seule, il y a qu'une seule droite. La direction, il y en a une infinité de possibilités, mais ayant une direction et passant par un point, ben, il n'y a qu'une seule droite bien particulière, qui est unique. C'est une droite bien précise qui passe par un point donné. Voilà, ceci étant dit, il existe deux types, enfin, il existe trois types voilà, de repères. Vous avez le repère axial. Hein, le repère axial nécessite que une base E1 ou I, je peux appeler ça I. I ou E1, c'est comme vous voulez. Donc c'est une base, I, si c'est une base, sa norme vaut 1. Sa norme vaut 1. Voilà. Alors maintenant, si on est dans un plan, ça c'est si on est sur une droite, voilà. Si on est dans un plan, ça nécessite deux axes. Pas forcément orthonormés, si je veux pas les prendre orthonormés. Je veux pas les prendre forcément orthogonales, je m'excuse, orthogonales. Parce que normés, ils le sont, hein, parce que la norme de I vaut 1, et je vais prendre la norme de J qui vaut 1. Donc il sera normé, hein, ils auront la même mesure, I et J, voilà. Mais ce que je vais pas prendre, je vais pas prendre des repères orthogonaux, voilà. Ce sera un repère normé, mais pas orthogonal. Voilà. Et donc là, en faisant ceci, je crée un repère ou un système d'axes, parce qu'il y a deux axes. J'ai créé deux axes linéaires, un ici, ça fait deux axes. Et avec un système d'axes, je peux repérer tout point dans le plan. Tout comme je vous ai dit, l'espace est une continuité du plan. Donc c'est-à-dire que, en plus, l'espace, il faudra un troisième vecteur, que je vais appeler K. Vous comprendrez que je dois faire passer un vecteur K qui va, par exemple, sortir de mon plan, qui sort de mon plan. Hein, je fais sortir. Alors, il n'apparaîtrait pas très bien ici, qui sort de mon plan, mais
Il faut que je lui donne une certaine allure, comme j'ai dit tout à l'heure avec les perspectives. Hein, par exemple, la perspective à 45 degrés, je ferai comment à ce moment-là? Je mettrai un système de repère direct pour faire apparaître la 3 dimensions. C'est-à-dire que je vais tout mettre en orthonormé. Voilà. Voilà. Ça, c'est un repère orthonormé, donc j'aurai I, J. Et alors, quand vous faites tourner le vecteur I vers J, ça doit vous faire sortir vers vous un vecteur K et pas rentrer. Hein. Parce que quand on tourne, c'est la règle du tire-bouchon. Quand je tourne de I vers J, ça va me donner un repère direct. Si je vais de I vers J, si je vais de I vers J, je desserre. C'est comme si on desserrait. Donc, si vous desserrez un boulon, il ressort. Donc, le vecteur est sortant. Ou si vous appliquez la règle du tire-bouchon, ou voilà, au petit bonhomme d'ampère, etc. Bon, un petit bonhomme d'ampère, c'est plus en électricité. Hein. Bon, la règle du tire-bouchon, c'est en électricité, mais vous pouvez l'appliquer en mathématiques. Parce que, voilà, c'est une règle mémotechnique qui va faire en sorte que quand vous tournez de I vers J, ben, vous avez le K qui va ressortir. Et ce K qui ressort, cet axe qui va ressortir, avec ce vecteur normé qui vaut K, dans l'espace bien sûr, mais ça vous indique que vous avez un repère à 3 dimensions. Donc on aurait X ici, Y et Z ici. Donc on aurait l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des côtes. Ce qu'on appelle l'axe des côtes. Ça c'est les ordonnées, et ici on aurait les abscisses. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est dans l'espace. Donc c'est une continuité du plan. De plan, on lui rajoute, si vous voulez, un vecteur K. Un vecteur K qui est normé. Hein, et là on avait un repère spatial orthonormé. Tout est à 45 degrés. Hein. C'est-à-dire que ici, on s'arrange. Voilà, ici, on s'arrange pour essayer d'avoir cet axe-là qui fait 45 degrés. Pour avoir une perspective, une espèce de vue en 3D. Et si tout le monde a un repère comme ça, tout le monde aura les mêmes dessins. Ce qu'on appelle un repère orthonormé direct. Je veux dire, direct parce que le vecteur vient vers nous. Hein, il sort du plan. Il rentre pas dans le plan, parce que si le de l'autre côté, c'est pas un repère direct. On a un repère direct qui est orthonormé, et pour montrer, et pour avoir des bonnes mesures, ben, faire apparaître une sensation de 3 dimensions, puisqu'on est dans un plan, c'est pas possible de faire apparaître la 3 dimensions, mais on joue sur une certaine perspective, voilà, pour faire en sorte qu'on perçoit une certaine troisième dimension dans un plan. C'est difficile de mettre un espace dans un plan, c'est impossible. Hein. On sait mettre dans la 2D, on sait mettre voilà, de la 1D, on sait mettre de la 1D dans la 2D, on sait mettre de la 2D dans la 3D, mais on ne sait pas mettre de la 3D dans la 2D, on ne sait pas mettre de la 2D dans la 1D, fatalement. Hein, si vous prenez des cubes, hein, c'est comme un jeu de cubes, hein, on peut mettre un petit cube dans un grand, mais je ne sais pas mettre le grand dans le petit. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Ceci étant dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'espace. Et on sait parler, bien sûr, de droite dans l'espace. On peut parler de droite dans l'espace. Ce qui est moins perceptible au niveau du dessin. Hein. Vous voyez, comment elle est la direction de cette droite-là? Ben, c'est difficile à dire. Très difficile à dire. Hein, c'est plus la même chose que quand on dessine dans un plan. Le plan est plus parlant que dans l'espace. L'espace, il faut plus imaginer dans son esprit qu'on a une droite sortante, une droite entrante, une droite qui est parallèle au plan au YZ par exemple. Ceci serait peut-être une droite parallèle au YZ. Ou cette droite serait sortante du plan au YZ. Vous voyez, là, ça demande l'imagination. L'imagination au travers des équations qui vous font ressentir les choses, soit dans l'espace. Mais dans le plan, c'est pas là, il y a aucun problème. On n'a pas ce souci-là d'imagination, d'interprétation. Il n'y a pas, y a pas à interpréter. Il n'y a pas à interpréter parce qu'un plan, voilà, ça, on a un plan ici et je dessine
un système d'axes dans un plan, donc il n'y a pas d'interprétation, j'ai que deux vecteurs dans le plan. Donc I, j'ai pas ce fameux problème que j'ai expliqué, qu'il faut imaginer. Quand on a une représentation, elle est réelle. La représentation est réelle, elle n'est pas euh, fictive, oui, on doit imaginer certaines choses du fait de la comment ça s'appelle ça, perspective. On doit imaginer par rapport à ce qu'on a dessiné en perspective pour pouvoir entrevoir les choses. Bon, mais en 2D, c'est pas le cas. Voilà. Donc je peux mettre soit I, J, hein, les vecteurs de base, ou E1, E2. Alors à quoi servent IJ? Ben, c'est pour engendrer tous les nombres sur l'axe ici. Hein, si vous voulez, si ça c'est 1, mais le 2 il sera ici. Le 3 sera là. Le 4 sera là. Le moins 1, mais il est à l'opposé. Moins 1, là, moins 2, etc. Voilà. Et bon, maintenant, le deuxième axe va donner la valeur de l'ordonnée. Donc on aura 1 ici, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ceci étant dit, bon, deux axes permettent de repérer tout point dans le plan. Un système d'axes composé de deux axes linéaires, hein, ça c'est ce que je viens de créer, c'est un axe. Hein, quand on met une base dessus et qu'on commence à mettre des valeurs représentées, je dirais, en fait c'est une application, chaque valeur va être distribuée sur, va être positionnée, pas distribuée, parce que c'est pas une distribution, va être positionnée à un endroit bien précis. Bien sûr, cet endroit il doit dépendre du 0, de l'origine, du 0, 0, du 0 en I, du 0 sur l'axe X, je m'excuse, du 0 sur l'axe X. Donc le 1 va dépendre du position du 0 et de la direction du vecteur I. Donc de la direction, de l'origine. Et le 2, il se positionne ici. Pourquoi? Parce qu'on a l'origine ici et que le vecteur directionnel passe par ici. Voilà. On a un sens donné. Donc le 2, en fonction du vecteur I, mais le 2 sera là. Il sera nulle part ailleurs. Le 2 sera là. Le 3 sera là. Par rapport au vecteur qui est. C'est le vecteur I qui va définir tous les autres points. Voilà. Et alors, c'est une application en fonction du vecteur I. Ou tout point X, si vous voulez, tout point X, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, va être égal à K fois I. Attention que ça peut être le nombre K appartient à R, hein, c'est pas forcément un naturel. Ou un entier relatif, hein, c'est pas forcément 1, 2, 3. Je peux mettre 1,1, 1,2, 1,4. C'est vrai que ce sera au dixième. Au dixième, parce que quand on représente, on ne sait pas représenter au centième. Voilà, votre latte, elle va jusqu'au dixième. Voilà. Et ici, c'est la même chose pour X, pour l'axe des abscisses et pour l'axe des ordonnées. Et donc là, on a un système d'axes qui est ce qu'on appelle un repère. Composé d'une origine O, on a situé les deux vecteurs IJ. Ah, ils sont, pour même origine les deux vecteurs IJ, l'origine du repère. Et grâce à ça, grâce à un jeu de parallèle, par exemple, si je veux positionner l'abscisse 3, je fais une parallèle au vecteur J. Voilà. Là, c'est tous les points où l'ordonnée vaut 3. L'abscisse vaut 3, je m'excuse. Ou l'abscisse vaut 3, x vaut 3. Et si je veux, par exemple, une ordonnée qui vaut 4, ben, je fais une parallèle à celui-ci. C'est-à-dire que je vais me situer ici. Et là, j'ai le point, si vous voulez, vous avez peint un point fixe du plan qui, par rapport à cette origine, vaudra exactement 3, 4. 3, 4. Donc, on a de cette façon-là défini un point du plan qui est une coordonnée composée d'une abscisse et d'une origine. Abscisse dépendant bien sûr du repère de l'axe des abscisses et le Y dépendant de l'axe du point, de la situation du point par rapport à l'origine. Donc, on définit dans un plan un point par rapport à une coordonnée composée d'un couple de valeurs
dépendant bien sûr de l'axe X et de l'axe Y. Voilà comment on repère tout point dans le plan. Tout point de plan est repérable de cette manière. Tout point dans le plan est repérable de cette manière. Donc voilà, et je peux repérer, par exemple, le point moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, 3. Allez, on va moins 2, moins 2. Donc je fais une parallèle à cet axe-là et une parallèle à cet axe-ci. Donc j'aurai le fameux point B qui est en moins 2, moins 2. Ah, et alors tout point du plan est défini, peut-être A est représenté par un couple de valeurs. Tout point du plan, je peux le situer par rapport à mon axe, bien sûr. Hein. Je peux le situer exactement avec précision où il va se trouver par rapport à mon axe qui a été défini. Donc mon axe, les valeurs qui seront là vont dépendre bien sûr du système d'axe. Parce que les valeurs ne dépendent que du système d'axe. Si je change de système d'axe, vous n'aurez pas 3, 4. Vous aurez autre chose. Ça peut être tout et n'importe quoi, pas forcément 3, 4. Voilà. Donc quand on change de système d'axe, on n'aura pas 3, 4. Bon, ceci étant dit, vous voyez que j'ai dû parler de vecteurs pour définir un axe et pour définir différents points. Ouais, ici, il y a un petit problème ici. Parce que un produit d'un vecteur fois un nombre, ça fait un vecteur. Donc, ici, ce serait par exemple x fois i. Ouais, alors k fois i. K fois i. Ouais. Ouais. K fois i serait par exemple, là, on a l'origine. Je prends un cas, n'importe quel cas. Je vais l'appeler par exemple OX. Voilà, vecteur OX égale K fois I. Ça, c'est voilà, ça c'est bon. Parce qu'un nombre, un scalaire fois un vecteur donne un vecteur. Hein. Donc, K appartient à un nombre réel. Un réel fois un vecteur donne voilà. Et OX, c'est quoi? Ben, c'est le vecteur pour lequel vous avez pris un K déterminé. Hein. Par exemple, si j'ai pris K égale 4, ben, je vais me retrouver ici. Attention, K est un réel, c'est pas forcément un nombre entier. Ici, j'ai pris K égale 4, c'est un nombre entier. Ben, le vecteur OX serait positionné l'origine ici et le X serait là. Donc le vecteur OX est là. Donc pour définir une droite, ben, on parlera principalement au départ de vecteurs. Bon, sans les vecteurs, c'est ça que je suis en train de parler, de discuter. C'est que, bon, pour représenter des coordonnées dans le plan ou dans l'espace, c'est que je suis obligé de passer par les notions vectorielles. Les notions vectorielles en mathématiques sont une aide extrême pour, on va dire, pour expliquer beaucoup de choses et pour attribuer de nombreuses formules mathématiques et des équations, je veux dire, à beaucoup de choses. Il faut passer par les équations vectorielles pour trouver, si vous voulez, des équations. Voilà. C'est grâce à la géométrie vectorielle que vous aurez beaucoup d'équations en algèbre, en géométrie analytique plane. Parce que l'analytique plane fait référence, bien sûr, à un système de référence, un système d'axes. Donc, en géométrie analytique plane, on se base sur un système de référence, un système d'axes, ou un repère, si vous voulez. Chose qu'on ne fait pas en géométrie vectorielle. Mais la géométrie vectorielle intervient ici en aide à la géométrie vectorielle, à la géométrie analytique plane, parce que c'est un passage obligé. Il faut bien partir d'un point de départ qui est la géométrie vectorielle. À partir de la géométrie vectorielle, là, on commence à avoir des notions qui apparaissent en géométrie analytique plane. Bon, ceci étant dit, on va faire l'équation de la droite parce que un peu plus que temps. Et bien sûr, c'est pas n'importe quel type de droite. C'est l'équation de la droite paramétrique que je vais voir ici. Paramétrique. Ceci étant dit, on a fait notre petite philosophie concernant, je veux dire, les systèmes d'axes, les éléments du plan, les éléments du plan intégrés dans un système d'axes. Maintenant, je vais voir réellement la droite. La droite, comment elle peut s'écrire au niveau des équations dans un repère. Bon, bien sûr, je n'ai pas forcément pris un système d'axes orthonormé. Hein. Je vous l'ai dit. Il est normé, oui, avec un vecteur de base ici, i, qui est égal à celui-là, j. I et j valent en norme 1, donc il est normé, mais il n'est pas orthogonal. Bon, alors ceci étant dit, comment définir une droite?
en géométrie vectorielle. On sait bien qu'en géométrie vectorielle, une droite, si je prends par exemple AB, vecteur AB, AB, eh bien, pour avoir un point qui se situe sur une ligne du vecteur, c'est-à-dire qui est proportionnel au vecteur AB, donc on a là, on a A, l'origine du vecteur qui est A, l'extrémité du vecteur qui est B. Je ne suis pas dans un repère, attention, hein. Je suis expliqué que si je suis en géométrie vectorielle pure, hein, donc il n'y a pas de repère, hein. C'est en géométrie analytique qu'il y a un repère. Voilà, donc ici en géométrie vectorielle, j'écris comment essayer d'avoir une droite. Mais si je prends un vecteur AB qui est ici, pour avoir un élément qui est situé, pour avoir un vecteur qui est situé, il faudrait que j'ai 3 points collinaires. ABC soit collinaire, voilà. Et comment former, voir que j'ai 3 points qui sont alignés ou collinaires, si vous voulez, mais c'est de se dire que le vecteur AB est proportionnel au vecteur AC. Il faut absolument prendre ce fameux A, repartir du A. Voilà. En disant ça, c'est l'équation, on va dire, la condition sine qua non pour dire qu'on a affaire à des points alignés. Et justement, une droite, qu'est-ce que c'est? C'est trois points alignés, forment une droite. 3 points alignés forment une droite. Et donc, une des équations vectorielles, des écritures vectorielles pour lesquelles on représente 3 points alignés ou 3 points collinaires, c'est d'écrire que le vecteur AB est proportionnel au vecteur AC, mais il faut partir du A, obligatoirement. Donc, AB est proportionnel à AC. Et là, on a AB et AC sont vraiment alignés. Voilà. Et ils se retrouvent sur la même droite. Hein. Sur la même droite. Bon, en ayant écrit ceci, tout d'abord, il faudrait que je change de marqueur parce que je vois que j'ai un problème d'écrit de marqueur. Mais il faut se mettre à l'esprit que AB, et on va interpréter ça dans le système d'axe. Donc, on vient d'écrire, il faut partir à partir de ceci. AB est égal à lambda AC. Bien sûr, lambda, vous aurez compris que c'est un nombre réel. Hein. Vous avez compris que c'est un nombre réel. Bon, maintenant, on va placer ceci. Si je mets mon A n'importe où, hein, on s'en fout. Mon A ici, mon B ici, et mon C, bien sûr, ils seront alignés, parce que AB égale lambda AC. Donc ABC sont collinaires. Bon, ben, il suffit d'aller chercher la coordonnée de A. La coordonnée de B, supposons qu'elle est là. Hein. Coordonnée de B et la coordonnée de, par exemple, de C. Voilà. Donc j'ai bien la coordonnée de A. A qui vaut par exemple x1, y1, B, x2, y2 et le C, x3, y3. Donc on va écrire ceci. Mais je ne suis pas satisfait de mon marqueur parce que ici il faudrait que je change de marqueur. Celui-là. Voilà, ici on voit que tout simplement qu'on a notre système d'axes ici. On a l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Là, on a notre point A qui est défini par le point x1, y1. B par x2, y2, je suppose qu'on voit à la vidéo, ouais. Et le point C par x3, y3. Et qu'on a une écriture mathématique
vectoriel, pardon, on a AB égale lambda AC avec lambda appartenant, si vous voulez, à R. Voilà. Bon, quand je dis que c'est un couple appartient toujours à... Ici, ça appartient à R lambda, mais là, ça appartient à R carré. Lui, il appartient à R carré, et fatalement, lui, bon, je sais pas si on voit la vidéo, le C, qui est là, appartient aussi à R carré. Ça veut dire que c'est un couple de nombres appartenant tous les deux, chacun à R, hein, fatalement. Maintenant, on va écrire ceci. Comment pourrait-on écrire ceci? Bon, A, AB, AB, c'est le vecteur ici. Bon, il n'est pas lié à l'origine, hein, parce que quand il est lié à l'origine, je vous ai toujours dit qu'un vecteur qui est lié à l'origine, ben, les composantes sont égales aux coordonnées, s'il est lié à l'origine. Mais s'il n'est pas lié à l'origine, les composantes ne sont pas égales aux, aux coordonnées. Donc ici, pour trouver la composante en x du vecteur AB, mais en fait, c'est l'écart qu'on a ici. C'est la somme de deux vecteurs. C'est le vecteur là plus le vecteur là. Mais le vecteur ici, AB, c'est, si vous voulez, c'est x2 moins x1. Donc j'aurai x2 moins x1 en x, bien sûr. Hein, parce que si je le fais en y, c'est y2 moins y1. Et là, je ne sais pas si on voit. On voit. Eh bien, c'est égal à quoi ça? C'est égal à lambda fois AC. Mais AC, il est où? AC, il est ici. Voilà. AC, il est ici. C'est le vecteur A, origine A, extrémité C. Bon, mais là, il faudra faire quoi? C'est x3 moins x1 pour avoir la composante en x. Parce que le vecteur AC, c'est le vecteur ici, plus le vecteur là. C'est la somme de deux vecteurs. AC, c'est le vecteur ci plus le vecteur là. Mais là, la composante, elle vaut x3 moins x1. La composante en x. Voilà. Et ça, je suis en train de parler en composante, bien sûr. Hein. Ça, c'est en composante. Hein. Vous comprendrez que c'est en composante. Je suis plus tout à fait en vectoriel, c'est en composante. Je parle en composante. Parce que s'il aurait fallu mettre en vectoriel, vous mettez ceci. I, ça c'est la composante en I, et ceci, c'est la composante en I. Ça, c'est la composante en J. Y2 moins Y1, la composante en J, est égale à lambda. Et là, ce sera bien sûr, pour avoir AC en Y, la composante en Y, c'est Y3 moins Y1 fois J. Voilà. On simplifie les vecteurs, J, et on reprend que les composantes. C'est une façon de dire que je prends que les composantes. Si je prends que les composantes, j'aurai x2 moins x1. x2 moins x1 est égal à lambda. On vient de le voir. x3 moins x1. Et si maintenant je prends par rapport à la composante, ce sera y2 égale lambda y3 moins y1. Voilà. Maintenant, supposons que maintenant, on vous donne que 2 points. Parce que là, je suis parti de 3 points. A, B, A, C, on voit qu'il y a A, B, C, A, B, C. Donc c'est pour ça que j'avais X1, X2, X3. Y1, Y2, Y3. Parce que j'ai 3 points, A, B, C. Mais maintenant, on sait bien que par 2 points passe une et une seule droite. Donc pour définir une droite, il suffit de 2 points. Bon, si je prends A et C, ben, ça me suffit. Hein, supposons que je n'ai plus le point B. J'ai que 2 points. Je prends 2 points, je vais le définir par rapport à 2 points, non plus par rapport à 3 points. J'appelle ça A et B. Hein, et là, à ce moment-là, j'aurai X1, Y1, et là, je vais l'appeler X2, Y2, par rapport à
a deux coordonnées. La coordonnée de A, qui est x1, y1, et la coordonnée de B, qui est x2, y2. Donc à ce moment-là, l'équation paramétrique va se généraliser de cette manière-ci. On aura x2, x2 moins x1, ouais, et le point, je veux dire, ouais, le point B, ouais, on va retourner la situation comme ceci. On va retourner la situation comme ceci. Je vais toujours partir à partir de 3 points, mais 2 points dont on connaît 2 points. Et le troisième, ben, c'est là. Voilà, c'est B, par exemple, c'est XY. Et là, je l'appelais X2, Y2 pour le point C. Voilà, je vais repartir à partir de ça malgré tout. Voilà, donc, le point C, c'est X2, Y2, et le point A, c'est X1, Y1. Voilà. Et B, c'est un point quelconque, c'est un point mobile de la droite. C'est un point quelconque qui représente tout point de la droite. Tout point de la droite. Voilà. Voilà qu'est le point B. C'est XY. Donc si j'appelle C X2, Y2, et A X1, Y1, et B un point mobile qui vaut XY, voilà, donc ça va changer ici, ça va faire Y2 ici, et X2 ici. Par contre, là, on aura X et Y. Voilà. Alors, je vais modifier maintenant l'équation pour trouver ce que ça va donner. On aura A qui vaut AB. AB, ce sera X moins X1 pour la composante en X, X moins X1. Pour la composante en Y, Y moins Y1. Donc, ça va donner X, non plus X2 moins X1, parce que là, c'est par rapport à 3 points connus, A, B, C. Mais là, maintenant, je fais par rapport à 2 points connus, et quelle serait la coordonnée de n'importe quel point de la droite, connaissant 2 points connus. C'est ça que je veux dire. Donc là, on n'aurait plus X2, Y2, voilà, ce serait tout point de la droite, quel que soit XY, on aurait XY. Moins, là, on aurait X1, Y1 est égal à lambda X3. Mais notre X3, c'est notre fameux X2 ici, parce que c'est le point C. C'est AC. AC, donc AC, c'est X2 moins X1. X2 moins X1. Et bien sûr, vous comprendrez que AC, la composante en Y, c'est Y2 moins Y1. Voilà. Et ça, c'est par rapport à 3 points A, B, C connus. Voilà. Alors que là, c'est par rapport à 2 points AB, 2 points connus AC. Et le B constitue, je veux dire, n'importe quel point de la droite. C'est X. C'est la coordonnée XY. C'est un point de la droite, quel que soit le point de la droite, qui se balade sur la droite en fait. Voilà. Alors que AC sont 2 points fixes. ABC ici était 2 points fixes. Ici, on n'a plus qu'AC qui sont 2 points fixes, et B est un point qui se balade et qui donne, si vous voulez, la coordonnée en tout point de la droite. Voilà. Donc en fait, l'écriture, c'est la dernière que j'ai mis. L'écriture de l'équation de droite paramétrique, c'est x moins x1 est égal à lambda x, x2 moins x1, y moins y1 est égal à lambda y2 moins y1. Voilà, ceci constitue donc l'équation paramétrique de la droite. C'est l'équation paramétrique de la droite. Voilà. Le lambda ici, attention que le lambda ici vaut celui-là. Il est le même. Ce qui veut dire que s'ils sont les mêmes, je peux les égaler. Et d'écrire que x moins x1
sur x2 moins x1, qui est égal bien sûr à lambda, bien sûr il est égal à y moins y1 sur y2 moins y1. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paramètre lambda qui appartient à R. Voilà. Pourquoi dit-on l'équation paramétrique? C'est par rapport à un paramètre lambda. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'équation paramétrique, si vous voulez, de la droite, donnant tout point xy appartenant à R carré. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique. Voilà, je vous remercie beaucoup.